Salut tout le monde, je suis Matt McGackie, le chanteur de Cryptopsy et l'animateur du balado Vox and Hops, où j'ai des conversations avec d'autres musiciens à propos de leur vie, le métal et la bière de micro. Je suis très content d'animer la première table ronde virtuelle du Mondial de la bière avec Jean-Philippe Lalonde de la brasserie Silo, Sean Duriez d'Avant-Garde d'Artisans Brasseurs et Pierre-Luc Gagnon, l'expert de bière et blogueur. Bienvenue à la première table ronde virtuelle du Mondial de la bière en collaboration avec Vox and Hops. Je suis très content d'être avec vous. Pour tous ceux qui ont eu la chance de se procurer le 4-pack de dégustation qu'on va déguster aujourd'hui ensemble chez Peluso, on va commencer avec une petite bière de Silo. Présente-nous cette bière, Jean-Philippe, s'il vous plaît. C'est la bière principale de la brasserie, si on peut dire. Là, nous, on a ouvert au mois de mars, ça fait vraiment pas longtemps. Puis je voulais vraiment me concentrer sur des styles classiques, simples, toujours dans l'équilibre. Fait que ça, c'est une Pilsner tchèque, vraiment inspirée assez fortement de la Pilsner Urquell. Donc, c'est une bière qui est sucrée amère, qui va être de couleur dorée, donc pas tout à fait blonde, mais un petit peu plus foncée. Vraiment sur les notes de malt de République tchèque, avec beaucoup d'arômes du houblon Saz qui va donner quelque chose de citronné, épicé. Une bière qui est assez complexe, mais qui est assez aussi forte en saveur, mais que l'équilibre fait en sorte que c'est très facile à boire. Excellent, excellent. Santé tout le monde. Cheers. 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 Wow. Oui, je ferme mes yeux. Je suis en tournée en Europe, entouré de tous mes amis, backstage, après un concert, en train de boire un bon Pilsner tchèque. Délicieux. Très bon. Très belle interprétation. Justement, si on part de la base de la Pilsner Urquell, on y croit réellement. Très bon produit. Excellent, excellent. Vous, à la maison, si vous aimez ça, laissez-nous savoir dans les commentaires. Toujours un fan d'un bon Crispy Boy pendant l'été. Le cinquième ingrédient là, caché de cette bière-là, en particulier, c'est vraiment la mousse. En République tchèque, pour ceux qui sont allés, c'est quelque chose qu'on remarque immédiatement. C'est toujours servi dans des très grands verres. Il y a toujours un bon tiers de mousse. Là. Les autres, ils disent 3 doigts de mousse. Là. Donc, c'est presque impossible de répliquer en canette la quantité et la densité de mousse qu'on va nous servir dans les tavernes de République tchèque. Mais c'est vraiment, ça vaut la peine quand même d'essayer de le servir dans un grand verre avec beaucoup de mousse parce que la texture, le fait que la mousse se mélange avec chaque gorgée, ça rend cette bière-là qui est autrement un peu lourde, un peu plus légère aussi. Puis je trouve que ça l'ajoute vraiment beaucoup à l'expérience. C'est vrai, c'est vrai. En parlant d'expérience, quelle était votre première expérience avec de la bière? On va commencer avec Pierre-Luc. Ma première expérience avec de la bière, en fait, ça a été de la Labatt Bleue. Ah, moi aussi. Et ça a été 12 unités. La première expérience. Mais c'est pas ce que j'appelle mon introduction réelle à la bière. Au début des années 2000, j'habitais au 2e étage du marché centre-ville à Chicoutimi, au Saguenay, qui était en train de se convertir en épicerie spécialisée de bière. Et comme j'habitais au 2e étage, je descendais souvent. Et par curiosité, j'ai commencé à rapporter des bières chez moi. Je commençais avec des Unibroue, comme plusieurs personnes, entre autres Blanche de Chambly, Fin du Monde et tout ça. Puis, grosso modo, au fil du temps, j'ai essayé plein d'affaires, des bières avec des fruits, des bières d'inspiration belge, allemande, tchèque, américaine. Donc, ça s'est vraiment fait au cours des années de cégep aussi. Il y a eu beaucoup d'exploration. Il faut commencer à quelque part. Oui. Labatt Bleue. Et toi, Jean-Philippe? Wow, je ne sais pas si je me souviens exactement de la première bière, là, mais ouais, j'ai commencé un peu trop jeune à goûter les bières. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de Molson Labatt, mais j'ai commencé vite à vouloir faire la bière à la maison. Là, fait que j'ai bu beaucoup de bières maison très dégueulasses dans mon début de secondaire, là, je dirais. Même c'est un peu gênant de dire à quelle heure j'ai commencé à faire la bière chez un ami.
Mais ouais, je te dirais, ça a beaucoup été les bières maison. Puis à cette époque-là, au supermarché, tu sais, il y avait Belle Gueule, Cheval Blanc, Mécaslin, Boréal. Fait que j'ai été beaucoup nourri par ces bières-là avant d'avoir l'âge de pouvoir sortir dans des places comme la mer à boire, du ciel, tout ça, qui était comme avec le Cheval Blanc, qui était pas mal les seuls endroits où que je fréquentais quand j'ai eu l'âge, là. Very cool, vraiment. Et de faire de la bière aussitôt, c'était quelque chose pour sauver de l'argent ou c'était parce que tu étais déjà intéressé au processus de faire de la bière? Un mélange des deux. Je pense que tout le monde commence un peu en se disant que ça va être économique, mais ça ne l'est pas du tout parce qu'on en fait beaucoup trop pour ce qu'on a besoin. Fait qu'on partage finalement beaucoup, mais c'est une bonne façon de se faire des amis aussi, je dirais. Ouais. Oui, comme jouer du métal. Et toi, Sean? C'est très, très semblable à Pierre-Luc, en fait. La Batte Bleue, première expérience ever avec la bière. Est-ce que c'était une bonne expérience? Mais, après ça, tu sais, c'est vraiment Unibrou, moi, qui m'a rentré. Je pense qu'on on a à peu près le même âge, je pense, Pierre-Luc et moi. Mais oui, c'est ça. Honnêtement, Unibrou, ça a été mon game changer. Je dirais la éphémère aux pommes, la maudite. Puis c'est ça, tu sais, très tôt, je me suis intéressé avec mes amis, on se faisait des dégustations de bière. Puis c'est drôle, je repense à ça maintenant. La première dégustation de bière que j'ai faite, je vais avoir, tu sais, j'avais pas 20 ans, puis tu sais, on avait un line-up, tu sais, il y avait de la Trois-Monts, il y avait la bière du Nibourou qui s'appelle, je pense, l'hiver, c'est quelque chose. Puis c'était comme une bière c'est une bière sûre, forte, noire, qu'il fallait servir chaude, de souvenir, là. J'ai toujours essayé d'en retrouver, puis je pense que ça, ils n'ont pas passé ça depuis super longtemps, mais je repense aux bières qu'on avait à ce moment-là, puis honnêtement, il y a des choses que j'aimerais goûter là-dedans, mais après ça, ça a été super long avant que vraiment je m'intéresse pour vrai à la bière. Ça a été un petit peu un accident de parcours. J'ai commencé à brasser maison avec un ami, puis ça n'a pas été long que j'ai pogné une job, puis je suis devenu brasseur. Wow. Wow. Excellent moment de transition. Parlez-nous du moment où vous avez décidé de faire carrière dans le monde brassicole. Continue, Sean, sur cette note-là. Oui, ben moi, je viens de. En fait, j'ai fait des études en littérature, puis j'ai fait longtemps, je suis rendu au doctorat, puis j'étais rendu à un point où j'avais eu un enfant, je me voyais plus trop poursuivre des études, puis ne pas avoir la certitude d'avoir une job en sortant, puis j'avais pas trop envie d'enseigner dans la vie. Puis c'est ça, je pense que j'étais rendu à un point où il fallait que je me questionne vraiment sur ce que je voulais faire. Puis j'ai fait ce questionnement-là sérieusement. Puis une des professions qui m'attirait vraiment, c'était de brasser de la bière et, à plus forte raison, avoir une microbrasserie éventuellement. C'est un peu un rêve. Puis là, c'est ça, j'ai un peu comme, tu sais, je venais juste de commencer à brasser de la bière à la maison, ça faisait moins d'1 an. Puis là, je me suis dit, tu sais, je peux pas juste mettre une croix sur 10 ans d'études universitaires puis aller me trouver une job comme brasseur, c'est un peu... Tu sais, j'ai envoyé des CV à gauche et à droite dans des boîtes de rédaction, communication, journalisme, whatever, que je pouvais, tu sais, mettre à profit mes études, puis j'ai jamais eu un retour d'appel. Il n'y a personne qui m'a rappelé. Puis c'est ça, à un moment donné, j'ai vu passer, je faisais partie du groupe Les Montrealers, qui est un groupe de brasseurs amateurs. Puis j'ai vu passer quelqu'un qui disait que chez Mécansson, ils cherchaient des brasseurs. J'ai envoyé mon CV, le lendemain, j'avais une entrevue, puis j'ai eu la job comme sur le spot. Donc j'ai dit, tu sais, why not, je vais essayer, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Puis me voici. Wow. Ça fait ça, c'est en 2011. Tout un voyage, j'aime ça. Et toi, Jean-Philippe? Moi aussi, mon premier emploi de brassage, ça a été chez Mécaslin. Quand j'ai commencé le cégep, en fait, j'étais déjà quand même assez sérieux dans le brassage maison, là. Moi, j'étudiais en sciences pures puis en musique. Ça, en gros, ça veut dire que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie. Donc, puis, fait que j'ai fait quand même de la musique quelques années. Puis après ça, j'étais allé à l'université en biologie. Mais tu sais, derrière, c'était tout le temps la bière, là. Je veux dire, dans l'autobus, c'était des livres de bière que je lisais. Puis
Puis la fin de semaine, je faisais de la bière. Puis ça a tout le temps été comme vraiment ça qui me motivait en dehors de la musique puis mes études. Fait que j'ai fait une année de biologie à l'université. Puis l'année d'après, j'ai décidé de prendre des cours juste reliés à la bière, qui pour moi étaient reliés à la bière, là, des cours de chimie, des trucs comme ça. Puis j'étais allé faire le cours de Michel Gauthier d'une semaine là, de brassage. À ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais quand même une bonne partie déjà que je connaissais par rapport à son cours d'une semaine, là, des trucs que j'avais lus beaucoup, que j'étais vraiment déjà pas mal avancé dans ces connaissances-là. Puis en parlant avec Michel, j'ai réussi à savoir qu'il y avait une place justement chez McCausland. Fait que ça, c'était en 2005. J'ai commencé à travailler chez McCausland quelques semaines là-bas. Wow. Après ça, j'ai continué à me déplacer de quelques brasseries. Il faut toujours trouver la bonne place qui est bon pour toi, comme ta personnalité, ta vision. C'est toujours important d'essayer plusieurs places avant de se marier à un établissement. Et toi, Pierre-Luc? En fait, moi, je suis un petit gars du Saguenay. J'ai étudié en ATM, communication, journalisme à Jonquière. Quand je suis déménagé à Montréal en 2006, j'ai voulu poursuivre à l'université pour essayer de me spécialiser. J'ai fait différents certificats. Et pendant ces années d'études-là, je me cherchais une job étudiante. Je me suis ramassé au Peluso, que j'ai adoré en tant que conseiller. Et c'était en plein dans l'expansion du magasin qui a agrandi énormément la section microbrasserie. Et au fil du temps, j'ai eu de plus en plus de responsabilités avec la confiance du propriétaire Tony, qui a toujours été super avec moi. Donc, je me suis mis aussi à faire des chroniques bières, des blogs, des apparitions un peu télé, radio. Donc, mon emploi au Peluso nourrissait un peu cette matière-là qui était celle sur laquelle j'aimais le plus écrire, disons, avec la base de formation en journalisme que j'avais. Donc, ma spécialité d'écriture, je l'ai plus développée au Peluso qu'à l'université, finalement. Et qu'est-ce qui vous garde intéressé dans la brassicole? Les découvertes, en fait, ouais, on pourrait dire finalement qu'on arrive toujours au bout de nos connaissances, mais c'est totalement faux. Puis je pense pas que je vais y arriver de mon vivant. À chaque fois qu'on pense avoir atteint un niveau de connaissances, de découvertes, de saveurs, il arrive des nouvelles modes. Je ne peux pas dire que je fais seulement suivre les modes. À un moment donné, il faut laisser aller. C'est pas tous les jours qu'on a envie de boire du smoothie. Mais justement, je n'aurais pas pu prédire ça il y a 10 ans, qu'une bière serait plus proche d'une slush, par exemple. Et c'est tout à fait correct que ça existe. Ça existe. Ce qui me garde l'intérêt, c'est aussi la créativité des brasseurs, notamment Jean-Philippe et Sean qui sont avec nous aujourd'hui. C'est fou, toutes les choses qu'ils peuvent nous présenter, autant dans les styles plus traditionnels que dans les nouvelles vagues qu'on voit arriver. Et toi, Jean-Philippe, qu'est-ce qui te garde intéressé? Mais moi, j'aime beaucoup la diversité de mon travail, là, dans le sens que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas routinier, même si le brassage en tant que tel, c'est routinier, mais avoir une entreprise, le fait que je gère la compagnie, que je m'occupe autant du marketing, autant de la fabrication de la bière, autour de ça, il y a toujours beaucoup d'événements, de rencontres, tout ça. C'est vraiment quelque chose de très, très pas complexe, mais très diversifié comme métier. Puis c'est vraiment un mélange de science puis d'art. Fait que je trouve que ça touche à beaucoup de choses. C'est très difficile de s'ennuyer parce que il y a toujours quelque chose de nouveau à faire ou à changer ou à corriger ou à apprendre. Ouais. Et toi, Sean? Oui, ben c'est beaucoup. Je m'identifie à ce que Jean-Philippe dit aussi, la variété. Moi, je suis quelqu'un qui j'aime toucher à tout, puis j'ai du mal à me consacrer à une chose pendant longtemps. J'ai besoin de la variété. Puis ça, juste d'être entrepreneur, ça répond beaucoup à ça. Il y a de la gestion, il y a du plancher, il y a de la construction, il y a un peu de tout. Puis ça, je trouve ça vraiment stimulant. Marketing, branding, tout ça, c'est le fun. Je dirais que dans la bière spécifiquement, moi, ce qui m'intéresse, c'est Pierre-Luc parlait des nouvelles modes, puis on est tous un peu à la merci de ces modes-là. Il y en a qui plongent tête première dedans, il y en a qui prennent un peu de distance, puis c'est à chacun sa façon de faire ça. Moi, ce que j'aime, c'est
c'est rare qu'on est les premiers à sauter dans une mode. Mais j'aime ça laisser un petit peu de distance puis essayer de laisser la poussière retomber un peu puis choisir ces styles-là, ces modes-là que je pense qui sont vraiment intéressantes puis essayer de faire la meilleure bière, meilleur exemple de ce style-là que je peux. Puis ça appelle de la créativité, c'est sûr, mais il y a de la biologie, de la chimie, de la dégustation. C'est vraiment un processus complexe et complet de création que je trouve vraiment le fun. Puis, ça, je dirais que c'est... J'ai pas l'impression que je vais me tanner de ça à un moment donné. Puis, je pense que c'est ça qui me garde allumé dans la brasserie. C'est très intéressant. Très, très intéressant. On va parler maintenant le mondial de la bière. Est-ce que vous vous souvenez de votre première fois au mondial? Vas-y, Jean-Philippe. Est-ce que tu te souviens de ta première mondiale? Wow. Difficilement. C'est sûr que c'était à la gare Windsor. C'était longtemps là. Écoute, je n'ai aucune idée. Je ne sais plus si je suis allé là par moi-même ou si c'était... En fait, c'est sûr, oui. C'était pas pour le travail. J'ai aucune anecdote, honnêtement. J'ai souvenir du mondial, mais je ne pourrais pas te dire rien de particulier. Là. Et toi, Sean? Oui, moi, je me souviens pas c'était quelle année. Ça devait être c'était à Place Bonaventure déjà. Je n'étais jamais allé à la gare Windsor avant l'année passée. Je pense que c'était la première année à la Place Bonaventure, probablement. Puis je m'en rappelle vraiment parce que je dirais que c'est à peu près à ce moment-là que j'ai vraiment fait ma découverte de toute la variété qu'on peut retrouver dans la microbrasserie. Puis c'est entre autres à ce mondial-là que j'ai vraiment découvert les levures sauvages, Brettanomyces. Je me rappelle c'était avec, entre autres, à l'affût. Puis, je suis tombé dedans, j'en voulais plus. Mais c'est ça, j'ai gardé des super bons souvenirs de ça, justement. Je pense que c'est à peu près, probablement, ça marque à peu près le moment où je suis devenu vraiment un geek de bière, puis que je recherchais vraiment toute la nouveauté, la variété, puis tout ce qui était possible de créer dans la microbrasserie. Puis, ouais, c'est ça. Je pense que le mondial, ça avait été vraiment... ça m'avait beaucoup allumé là-dessus. C'est génial. Et toi, Pierre-Luc? Moi, c'était définitivement à la gare Windsor, 2006 ou 2007, je suis plus trop sûr. J'ai plein de bons souvenirs de mon premier mondial et depuis cette première fois où j'y ai mis les pieds, je suis allé à chaque année depuis ce temps-là. Donc, j'ai des anecdotes. Exemple, je me souviens de la première fois, je m'étais présenté au kiosque de RJ avec mes 2 derniers coupons de dégustation. Et il y avait la bière Coup de Canon que je n'avais jamais essayée, qui est, je pense, une Doppelbock, mais je peux me tromper, je ne me souviens même pas exactement c'est quoi le style, mais c'est dans ce genre-là. Et j'avais demandé, c'était 4 coupons pour pouvoir déguster cette bière-là. J'ai demandé, est-ce que vous pouvez juste m'en mettre la moitié? Il me reste 2 coupons. Et le gars m'avait juste dit non. J'étais comme semi-insulté. Je voulais juste essayer cette bière-là. Il me restait 2 coupons, puis il a dit non. Donc, voilà, c'était dans ma première édition du mondial. C'était une drôle d'expérience. J'ai finalement trouvé une autre bière, mais je m'en souviens pas, je ne pourrais pas dire. Oui, pour moi, c'était aussi au gare Windsor et je n'étais pas là pour déguster de la bière. J'étais jeune et j'avais découvert, ma grande découverte n'était pas une bière de micro du tout, c'était Molson Cold Shots parce que c'était la moins chère. Ça coûtait les moins... Je pense que c'était 2 coupons, justement. Et c'était une soirée comme ça. Mais j'étais très impressionné d'être au gare Windsor à l'extérieur avec plein de monde qui déguste des bières. Je me souviens de ce moment très vividement dans ma tête. On va avancer dans une autre bière. Et Pierre-Luc, c'est ta bière. Tu peux la présenter, s'il te plaît? Oui, en fait, c'est un coup de cœur assez récent que j'ai. C'est la Gradisère de la brasserie Aricana. En fait, j'ai un peu découvert le style lors d'un road trip au Bas-Saint-Laurent. J'étais arrêté à la brasserie La Tête d'Allumette qui font une excellente gradisère.
Et il n'y en a pas énormément des bières de ce style un peu méconnu sur le marché, qui est un style, en fait, d'origine polonaise, qui s'appelle Grodziskie. Ça, c'est l'interprétation allemande, si on veut. Donc, Gradza, c'est Grodziskie en allemand. On parle, en fait, d'une bière assez claire, mais faite 100% avec du blé fumé. Et quand on parle de bière fumée, généralement, les gens ont l'impression que ça va être quelque chose assez difficile à boire, pas très accessible. Mais moi, ce que je trouve avec cette bière-là, c'est tout le contraire, c'est qu'elle est très accessible. Je trouve pratiquement que c'est une bière de soif. On parle de 3,3 % d'alcool. Je dois dire, j'ai parlé avec le brasseur Francis Richer tout récemment. C'est sa bière préférée à vie. C'est ce qu'il préfère non seulement dans ce que lui brasse, mais dans toutes les bières au monde. C'est à la fois délicat et fumé, et ça se marie avec plein de choses, autant avec les mets asiatiques qu'avec les mets fumés. Francis me dit que lui, il s'en sert pour arroser un méchoui, entre autres. Je boirais ça tout l'été présentement. Là. On peut en boire 4, on peut en boire 8, puis on va être encore debout. Qui est une bonne chose, surtout quand Oui. on a des papas. Oui. J'ai fait une entrevue à Harricana avec Zach Coleman, le maître brasseur de True Brewing de Denver, Colorado. Puis il a choisi de boire celui-là parce qu'il était comme « Ah, personne ne fait des bières comme ça. » Il était très excité. Puis il a vraiment aimé le style. C'était un grand succès, il avait dit. Je sais que Jean-Philippe en a déjà fait une, entre autres, à la succursale, si je ne me trompe pas. C'est ça. Chapeau à Francis de Harricana parce qu'il met beaucoup d'espace sur son menu pour les bières fumées. Puis par expérience, je sais que c'est pas quelque chose qui est très facile à vendre. Fait que c'est quelque chose qui, lui, doit faire beaucoup d'éducation, j'en suis certain, pour que les gens prennent la peine de découvrir ces styles-là. Puis surtout qu'on est habitué de connaître les bières fumées, comme dans la Merdienne, fumée de Bamberg, très, très fumée avec le bois d'être. Puis la Gradza, c'est un style qui est complètement différent, qui souvent va avoir quand même beaucoup d'amertume, de houblon saz. Puis c'est léger, c'est quand même fumé. Le nez ne fit pas toujours avec qu'est-ce qu'on veut goûter. Moi, je me souviens quand même que j'en ai fait souvent. Puis c'est pas une bière qui roulait beaucoup. C'est vraiment une bière qu'on faisait pour nous autres. Puis que les clients appréciaient beaucoup, mais ne prenaient pas nécessairement en grande quantité, alors que c'est quelque chose qui se boit, comme tu dis, Pierre-Luc, vraiment bien en pinte. Mais c'est ça. Je me souviens que ça avait été un bon succès au Mondial, la bière, justement, avec la succursale. Les gens venaient pour goûter parce que c'était comme une curiosité. Mais c'est un style qui reste toutefois difficile d'approche quand on le met sur papier, je dirais. On va continuer avec le mondial. Comment votre expérience au mondial a-t-elle évolué au cours des années? Veux-tu commencer avec ça, Jean-Philippe? Ben, le mondial a toujours été, ça le dit, le mondial, assez ouvert sur le monde. Là, fait qu'on avait quand même accès, on ne se le cachera pas, le kiosque le plus populaire, c'est celui des bières importées. Fait qu'on a toujours eu accès à un paquet de trucs qui venaient entre autres des États-Unis. Ça a eu beaucoup de liens avec des pays en particulier, l'Italie, la France, tout ça. Mais moi, ce qui m'a marqué beaucoup, c'est comme l'évolution des bières américaines, puis le marché québécois suit quand même quelques années le marché américain. Là. C'est là que j'ai pu découvrir des bières comme les Barley Wine de Great Divide, ou d'autres bières aux framboises à 18 %, des trucs qui venaient des États-Unis que nous, on faisait comme « wow », tu sais, ça se peut pas. Puis au fil des années, ça a vraiment suivi, évidemment, en fonction des disponibilités de ce qui se faisait partout à travers le monde. Là. Et toi, Sean, comment votre expérience a évolué? Ben, tu sais, je pense que la plus grosse évolution, c'est quand j'ai commencé à participer comme brasseur. Fait que, tu sais, je suis passé de touriste brassicole où je découvre la bière à exposant où je présente ma bière aux gens. Puis, tu sais, je sais pas comment ça... C'est une question un peu difficile, comment ça a évolué. J'ai l'impression, tu sais, l'année passée, le retour à la gare Windsor, je trouve que c'était un vent de renouveau qui était intéressant, même si, tu sais, c'était difficile de circuler un peu. Puis je pense que, tu sais, le mondial est passé d'un complexe
un peu trop grand puis un peu impersonnel à un endroit un petit peu trop petit, mais qui avait comme vraiment de la grosse vibe. Puis, je trouve ça le fun qu'il y ait un renouveau comme ça dans les dernières années. Puis c'est ça, mais je dirais qu'au cours des années, ce que je retiens beaucoup du mondial, pour moi, c'est un endroit où, plus que de découvrir des bières, c'est de faire du social avec les autres, avec les collègues, puis les gens que j'ai pas l'occasion de voir souvent, qui viennent d'ailleurs du Québec, des brasseurs. Puis je trouve ça, c'est toujours une expérience vraiment le fun parce que c'est ça, on s'amuse beaucoup avec les collègues, puis on se fait, on boit le meilleur de ce que nos compagnons font. Puis je trouve ça toujours agréable. C'est toujours le fun. Ouais, c'est super beau ça. C'est la même chose pour quand je joue des festivals en Europe et je vois des bands que j'ai tourné avec, puis ça fait 3 ans que je ne les ai pas vus. Aussitôt qu'on est ensemble, c'est comme si il n'y a pas de journée qui s'est passée, puis on est de retour sur cette tournée ensemble. La dernière tournée qu'on était ensemble, c'est toujours un très bon plaisir. Et toi, Pierre-Luc? En fait, moi, mes premiers mondiaux, j'y allais beaucoup en tant que néophyte qui découvrait la bière avec mes amis. On faisait des découvertes. Ensuite, j'ai un peu transigé à y aller comme pour une couverture médiatique, alors que je débutais avec mes blogs et mes chroniques et tout ça. Et ça, c'est demeuré aussi. Je continuais d'y aller avec des amis par plaisir, mais quand même avec une accréditation média et en tête d'avoir des articles à écrire. Et avec le travail au Peluso aussi, au fil des années, c'était un bon moment pour aller rencontrer les fournisseurs, les brasseurs, les gens des brasseries qu'on ne peut pas nécessairement rencontrer si souvent que ça là, dans l'année en tant que détaillant. Il y en a qui viennent nous rendre une petite visite, c'est toujours apprécié, mais ils viennent de différentes régions quand même plus éloignées de Montréal. Donc, pour moi, c'est toujours une belle fête de pouvoir aller leur serrer la pince au mondial, prendre une petite bière avec eux autres en prenant pas trop de leur temps parce qu'ils sont toujours débordés par une file de gens qui a aussi hâte de faire des découvertes. À votre avis, qu'est-ce qui distingue le mondial de la bière des autres festivals? Et si je peux poursuivre, en fait, c'est un peu dans le nom le fait que c'est le mondial, c'est le côté volet international qui est bien représenté. Comme disait Jean-Philippe tantôt, avec les petits pubs internationaux, avec les bières d'Italie, beaucoup de liens avec le Brésil aussi, entre autres, avec le mondial les dernières années, qui a aussi leur édition brésilienne. Donc, c'était vraiment le fun d'aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs parce que je dois dire que je l'ai quand même exploré pas mal, la scène brassicole québécoise. Et le mondial me permettait un peu de voir les tendances qui s'en viennent des États-Unis, entre autres, puis voir qu'est-ce qui se brasse dans le monde. Toi, Charles? Oui, c'est ça, exactement. Je pense que ce qui distingue le mondial le plus, c'est vraiment son volet international. Puis, Pierre-Luc a parlé du Brésil, mais il y a la France aussi. Et puis, qu'à chaque année, il y a des invités de l'étranger, puis qu'il y a un focus sur une région, un pays en particulier. Ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Puis, je pense que ça fait quelque chose d'intéressant. Les concours aussi ont des volets international. Il y a des juges de l'extérieur. Puis, ça fait des belles découvertes, des belles rencontres. Et toi, Jean-Philippe, tu veux ajouter quelque chose? J'ajouterais simplement que le mondial, c'est les pionniers. Là, c'est ceux qui sont là depuis toujours, qui ont vraiment suivi l'évolution, tout ça. C'est à Montréal, c'est central. C'est un festival qui va toujours avoir sa place, là, j'ai l'impression. Hein. C'est un festival très, très important pour la scène montréalaise et québécoise. Et je relève mon chapeau pour continuer depuis beaucoup d'années et ils vont continuer pendant un autre beaucoup d'années. Je suis un fan pour toujours. On a parlé un petit peu plus tôt, mais j'aimerais ça se concentrer un petit peu plus sur ça. C'est quoi? Quelle est votre opinion sur la nouvelle vague de bières comme les Hazy IPA, les Slushy et les Pastry Stouts? Qui veut commencer sur ce beau point? Jean-Philippe? Je ne répondrai pas sans la présence de mon avocat.
Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? C'est sûr que moi, c'est pas mon créneau, mais comme disait Sean tantôt, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il disait, mais euh, je trouve que tu sais, dans l'évolution, il y a des gens qui sont très fonceurs, qui vont essayer toutes les nouveautés, tout ça. Je suis moins là-dedans, mais je regarde ça de près, puis je trouve que tu sais, j'admire ces gens-là pour tout le fait qu'ils sont prêts à essayer des choses parce que c'est comme ça aussi qu'on évolue. Tu sais, on essaye des trucs, on emprunte d'autres industries aussi. Puis ça permet, à un moment donné, quand tu regardes ça avec un peu de recul, tu sais, tu peux vraiment profiter de qu'est-ce que tu aimes là-dedans, tout ça. Tu sais, il y a beaucoup de recherches qui se font par rapport à tout ce qui est la nouvelle vague des New England IPA, comment que le dry hopping les saveurs vont être affectées si tu le mets à telle étape, c'est quoi les quantités, c'est quoi les composés des houblons qui peuvent nous intéresser, comment on peut faire dans la bouilloire pour aller extraire différentes saveurs, tout ça. Fait que je pense qu'il y a quelque chose vraiment dans la recherche qui est très, très intéressante. Après, tu sais, mon éditorial, mettons, simplifié de tout ça, c'est qu'on est revenu un peu, pas en arrière, mais je dirais que, je fasse attention à ce que je dis, mais on est revenu aux bières sucrées, très fruitées, avec des saveurs de base. Puis j'écoutais une vidéo du brasseur de la brasserie Notch aux États-Unis que j'aime beaucoup, beaucoup, qui font surtout des lagers. Puis il disait, il y a beaucoup de bières maintenant qui s'adressent au palais d'un enfant de 8 ans. Ça, je trouve que c'est comme une ligne un peu, pas dangereuse, mais j'aimerais qu'on revienne à un peu plus de diversité puis de complexité dans les saveurs. Mais ça, c'est vraiment une opinion personnelle dans mes goûts à moi, pas nécessairement un jugement du marché, là. Ouais. Toi, Charles? Ben, moi, personnellement, je suis. Ben, je disais tantôt que j'aime prendre un peu de recul sur les styles comme ça avant de me lancer en quelque chose. Puis, tu sais, les pastry stout, puis tu sais, il y a des choses que je suis pas mal sûr que je ferai jamais, là. Honnêtement, les smoothies, tu sais, je trouve qu'il y a quelque chose tu sais, tous les styles tu sais, faire des super bonnes bières, peu importe le style. Puis c'est pas parce que c'est un smoothie que. Mais pour moi, comme tu sais, la clé du smoothie, c'est pas tant la bière, c'est que la purée de fruits. Tu sais. Puis pour moi, comme si c'est juste pour mettre de la purée de fruits, je trouve pas ça intéressant, je trouve pas ça nécessairement. C'est pas que je trouve pas ça bon, puis c'est pas que je veux pas en boire une quand je vais aller quelque part comme qui se spécialise là-dedans. Puis j'ai pas de jugement négatif par rapport à ces styles-là. Par contre, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Les pastry stouts, je trouve ça super intéressant parce que faire quelque chose de bon, c'est pas facile. Puis il y a des gens qui réussissent vraiment bien. Après, il y a tout un débat sur comment est-ce qu'il devrait avoir moins de sucre, plus de sucre. Est-ce que ça se rapproche d'une liqueur ou whatever? Mais ça, je veux dire, si ça goûte bon et c'est bien fait, je vois pas vraiment de négatif là-dedans. Par contre, moi, ce qu'il faut séparer aussi, c'est ces styles-là, comme dans la mesure où c'est des produits qui peuvent être intéressants, qui peuvent être réussis, qui peuvent aussi être ratés. Puis l'engouement que les gens ont pour ça. Moi, c'est plus ça qui me pas dire qu'il me déçoit un peu, mais j'ai l'impression des fois que les gens, c'est comme les pastry stouts, c'est comme le Michael Jackson de la bière, là, où comme tout le monde est là, puis comme ils pleurent, puis ils crient, puis ils s'évanouissent, puis honnêtement, je fais un peu de misère avec ça, parce que, tu sais, je sais pas, je pense que peut-être que ça fait un bout que je suis dans le milieu de la bière, tout, mais je suis pas capable de m'enthousiasmer autant pour un produit que ça. Puis je sais pas, je regarde les gens aller, puis je trouve ça un peu ridicule qu'il y ait autant de craze puis de hype autour de ces produits-là. J'ai du mal à le comprendre. Puis, tu sais, j'ai l'impression aussi que ça fait que certaines personnes poussent la note jusqu'à l'absurde un peu, puis font des bières qui sont comme, à la limite, tu bois la moitié d'un verre, puis tu n'es pas capable de finir le reste parce que c'est soit trop sucré, soit trop ça te brûle la bouche parce qu'il y a trop de houblon en suspension. Pour moi, je trouve ça plate que les brasseurs
pousse cette logique-là à l'extrême jusqu'à faire des bières qui sont comme discutablement bonnes, juste parce que les gens, comme, ils capotent et ils voudraient se toucher avec. Là. Merci, Sean. Et toi, Pierre-Luc, il y a aussi la fameuse question, est-ce que c'est de la bière? Oui, ben, si je peux poursuivre un peu sur ce que Sean disait, c'est clair que ça crée de l'engouement qui est peut-être parfois inexplicable, mais d'un point de vue totalement commerce au détail, ben, c'est justement, ça crée de l'engouement pour les bières de microbrasserie. C'est un peu un feu d'artifice. Les gens vont se déplacer pour avoir ces bières-là qui ne seront pas toujours disponibles, ou si elles le sont, les gens vont les acheter en grande quantité. Mais en même temps, tu ne peux pas regarder un match de hockey puis boire 4 desserts back-à-back. C'est impossible. Donc, si tu as une curiosité, une moindre curiosité par rapport à ce qui se brasse au Québec, tu vas goûter ces affaires-là, ça va faire un temps, puis tu vas retourner à la base. On a tous eu des phases dans notre éducation et dans notre dégustation, puis je pense qu'on passe à un moment donné par ces genres d'extrêmes-là. Il y a quelque chose que Martin Thibault avait appelé la cupcakeisation de la bière, justement, là, avec toutes les fioritures qu'on peut retrouver maintenant, les essences, les ajouts de fruits et autres substances. Et ça, je pense que c'est quand même là pour rester, mais les gens qui passent par cette mode-là ne vont pas nécessairement y rester. C'est peut-être un passage obligé, mais si ça peut juste éveiller la curiosité, ben, tant mieux. Je dis toujours la même chose à propos du musique metal. S'il faut commencer par Nickelback pour se rendre à Slayer, c'est OK. Faut juste pas s'arrêter à Nickelback. No offense, Chad Kroger. J'aimerais ça parler, qu'est-ce qui vous allume dans le monde de brassicole actuel? Pour moi, c'est toutes les collaborations et les mouvements qu'on voit, les mouvements sociaux et politiques, comme the All Together bières que plusieurs places ont faites et des Black is Beautiful maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Veux-tu commencer, Jean-Philippe? Mais le milieu de la bière, ça a tout le temps été un milieu très collaboratif, là, dans le sens que c'est vraiment une industrie qui s'est construite avec les autres. Puis ça n'a pas toujours été, ça n'a pas beaucoup été dans la confrontation puis dans la compétition. Fait que je trouve que c'est une suite assez logique. Là. Les gens embarquent naturellement quand quelqu'un propose un projet rassembleur, tout ça. Dans le cas de All Together, bon, ben, c'était comme toute la planète au complet dans le même bateau, tout ça. Dans le cas de Black is Beautiful aussi, c'est génial que les gens embarquent pour pouvoir porter un message. Puis ça montre aussi que c'est sûr que c'est pas tout le monde n'est pas pareil, mais en général, le milieu de la bière, c'est un milieu assez progressiste, assez ouvert, il y a toujours du travail à faire, mais je pense que tout le monde, puis autant dans les personnes que dans la bière, on aime qu'il y ait une diversité, puis on aime que ça soit inclusif, puis la bière, c'est fait pour rassembler les gens. Puis à partir de là, c'est une suite logique. Là. Et toi, Pierre-Luc, qu'est-ce que tu penses? Ben, en fait, j'écoutais Jean-Philippe, puis je hochais de la tête en me disant, c'est pas mal exactement ça que j'aurais dit, surtout quand il s'est mis à dire que la bière, ça rassemble les gens. C'est quelque chose de rassembleur. C'est quelque chose de simple aussi. C'est pas compliqué. On prend une bière, puis on discute, on jase, on refait le monde. Puis c'est un peu ça qu'on voit avec les mouvements collaboratifs qui sont arrivés. Autant qu'ils sont internationaux ou juste deux brasseurs qui se rencontrent à Montréal puis qui décident de brasser une bière ensemble comme des frères. Moi, j'ai toujours aimé ça, voir. Il y a énormément de bières collaboratives au Québec, puis je trouve ça beau. C'est un milieu, on pourrait dire, c'est des entreprises qui sont en quelque sorte en compétition, mais on voit des collaborations. C'est des gens qui sont avant tout des amis, puis je trouve ça vraiment le fun de voir ça. C'est super beau, ça. Je suis d'accord. Et toi, Sean? Oui, ben pour rebondir là-dessus, moi, je trouve ça toujours étonnant à quel point dans un monde qui est, ben, je veux dire, on est dans le commerce, soit commerce de détail ou la production alimentaire, whatever. Comme, il n'y a pas d'autres milieux que je connaisse qui soient aussi, justement, comme basés sur la collaboration puis l'entraide. C'est très, très, très rare dans le commercial que les gens sont chummy en même temps qu'ils sont en compétition. Ça,
J'ai un peu l'impression que ça va peut-être changer un peu, ou c'est en train de changer parce que le marché évolue vraiment rapidement. Puis il y a beaucoup de nouvelles brasseries, de nouvelles marques de bière qui arrivent sur le marché. Puis je pense qu'on est un. En fait, on dit beaucoup ça depuis les dernières années. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais j'ai un peu l'impression qu'on est dans un moment charnière où peut-être que ça va changer un peu ou commencer à changer un peu. Parce que ça devient crowded un peu dans les détaillants, mais ça reste que c'est incroyable le côté sympathique de la microbrasserie. Là, les gens s'aiment, c'est le fun. Oui, c'est pour ça que je trouve que c'est tellement similaire dans le monde du métal. Les groupes, on sait tout. Et même si on dit, si tu donnes une chanson à quelqu'un, il va toujours avoir sa interprétation. Thank you. Et comme vous, même si, Sean, tu t'en vas chez Jean-Philippe, puis sa recette est là, la bière va être différente un petit peu. Il y a toujours un petit peu de ta personnalité qui va sortir. Oui. On va aller avec ta bière, la troisième bière qu'on va déguster aujourd'hui. Et c'est la bière de Sean. Présente cette bière pour nous, s'il vous plaît. C'est la Banjo que j'ai choisi de Jukebox. Jukebox étant une des deux marques qu'on brasse chez Avant-Garde. C'est un Sour IPA. C'est un bon exemple de ce que je disais tantôt, comme c'est un style de bière qui est devenu comme très populaire il y a peut-être 2 ans, qui était commencé à arriver sur le marché. Puis pour moi, ça ne me tentait pas trop de me lancer là-dedans à ce moment-là. Puis on a pris un peu de recul, on a pris un peu de temps pour faire cette bière-là. Puis je suis vraiment content du résultat. On a sorti ça cet été. Et puis c'est ça, c'est en gros une bière sûre qui est brassée comme une IPA dans le fond. Avec beaucoup de houblon. C'est sûr que c'est aussi très aromatique à cause du houblon. J'ai toujours trouvé que c'est difficile de faire sortir le houblon dans une bière sûre. J'en ai brassé beaucoup dans des jobs que j'ai eus dans d'autres brasseries. Puis j'étais toujours un peu déçu parce qu'on mettait beaucoup de houblon. Puis au final, je trouvais que c'est comme si l'acidité ne laissait pas sortir tout le côté aromatique du houblon. Fait que c'est ça, on a quand même travaillé fort la recette. On a fait beaucoup de tests pour en arriver à ça. Puis je suis vraiment très content du résultat. Je trouve qu'il y a un bel équilibre entre vraiment quand même une acidité assez mordante, mais tu as vraiment comme un gros aromatique de houblon aussi. Fait que je suis très content du résultat. Yes, avec le coriandre des houblons, le sabro. Santé. Quelles sont les nouvelles microbrasseries qu'on devrait garder à l'œil? Qui veut commencer sur ce point-là? Peut-être Silo. Oui. qui a lancé directement avant que COVID a tombé sur notre tête. Fait que courage à toi et vous avez bien fait pour continuer pendant tout ça. Je pense que Jean-Philippe allait se prononcer, mais juste, je veux dire un petit mot sur Silo, qui justement, tu pourras me corriger, Jean-Philippe, si ce n'est pas exactement le cas, mais je pense qu'il s'est mis à faire de la canette plus rapidement que prévu, justement à cause de la COVID, et on a pu en avoir au Peluso avant le moment réellement prévu. Et j'ai découvert ces bières-là avec vraiment beaucoup de plaisir. Donc, je pense que c'est à surveiller justement dans des bières qui restent dans la belle simplicité quand même, mais on voit quand même une IPA à la goyave, entre autres, une bière sûre à la fraise que j'ai trouvée excellente. Mais à découvrir, là, si j'avais à faire une suggestion de silo, moi, c'est la Kölsch Silo Saint-Laurent. Je pense que je suis rendu à 25 de but cet été. C'est magnifique. C'est sûr que là, je presse pour ma paroisse, là, mais évidemment, à Montréal, il n'y a pas toujours des nouvelles brasseries. Là. Il y en a eu quand même récemment, entre autres, Avant-Garde qui n'avait pas pignon sur rue avant l'année dernière, Messorem, Quatre Origines, il n'y a pas si longtemps. Là, on voit que tout le monde est un peu dans la même vague au niveau du taproom.
Le fait qu'on peut aller prendre une bière sur place dans un endroit industriel, là, les 4 que je viens de nommer là, c'est vraiment ça la nouvelle mode, là, si je peux dire. Puis ça, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu beaucoup aux États-Unis et que j'avais le goût de reproduire ici. Fait que moi, je viens du brassage pour les gens qui consomment sur place. Fait que les canettes, c'est quelque chose de nouveau. Puis comme disait Pierre-Luc tantôt, ça a été précipité un peu par la pandémie. Là. C'est sûr que nous, on était prêts pour faire les canettes. On avait tout en place. Mais là, de moins en moins, mais tu sais, j'ai fait goûter mes tests un peu là, au marché parce que les bars étaient fermés. 100% des bars du monde étaient fermés. Fait qu'il n'y avait rien à faire avec la bière que j'avais faite pour les fûts. Fait que ça m'a permis de tester mon équipement avec les gens chez eux. Mais heureusement, il n'y a pas eu de mort. Tout le monde est content. Fait que ça s'est quand même bien passé. C'est une bonne chose. Et toi, Sean? C'est une bonne question. Je suis pas super. Tu sais, je suis pas la personne qui est le plus au fait de l'actualité brassicole en ce moment. Mais je suis très, très intéressé de voir le nouveau projet de Bas-Canada qui sont en train de construire leur usine. Puis Arcana aussi, qui, si je ne me trompe pas, je ne sais pas s'ils ont mis la main sur un local ou. Mais je sais qu'ils cherchent à construire leur usine en ce moment. Je ne sais pas s'ils sont rendus où dans le processus, mais c'est deux brasseries Bas-Canada, ils ont beaucoup de hype, puis j'ai hâte de voir comme avec les moyens qu'ils vont se donner pour faire de la production, les volumes qui vont sortir, puis c'est ça, j'ai hâte de voir le step qu'il va y avoir entre leur pub, leur petite brasserie, puis la plus grosse brasserie qu'ils vont construire. J'ai aucune idée des volumes de la grosseur de la brasserie qui se construisent ou rien. Puis j'ai aucun doute qu'ils vont continuer à faire de la bière de super qualité, puis les top IPA au Québec. Très hâte de voir là, comme quand la réaction des gens qui vont enfin pouvoir s'en procurer, parce que veux pas, ça revient à la question de tantôt sur les IPA, les pastry stout et compagnie. On sait que le phénomène de hype vient souvent aussi du fait que les gens sont pas capables d'en avoir. C'est toujours intéressant pour moi de voir comme une fois que c'est disponible et que tout le monde est capable de mettre la main dessus, comment ça va évoluer tout ça. Puis j'ai bien hâte. Puis c'est ça, Arcana, c'est des bons amis depuis longtemps. Je travaillais avec Francis chez Glutenberg puis Schlag dans le temps. Puis j'ai beaucoup de respect pour eux. Puis j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire avec un peu plus de capacité de production puis une distribution un peu plus grande. Fait que, je dirais que c'est les deux là, qui m'excitent le plus dans la prochaine année. Ah, c'est excellent, ça, c'est excellent. Moi j'ai un coup de cœur pour Sir John, mais ça, c'est juste pour moi personnel. En parlant de hype, les deux, c'est plutôt vers les deux brasseurs, cette question-là. Est-ce que d'avoir du hype, c'est quelque chose que tu veux avoir ou est-ce que ça te fait peur? Ça serait quand même, je pense, hypocrite de dire en tout cas, je vais parler pour moi, là, que je n'ai pas envie d'avoir du succès. Là. Moi, peu importe qu'est-ce que je brasse, là, si demain matin j'ai un line-up devant ma brasserie, là, je vais être très content. Que je cherche, là, définitivement, si tu regardes les sortes de bières que je fais, je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour avoir un hype. Là. Parce que je fais surtout des bières classiques que les gens ne comprennent pas vraiment, dont on ne discute pas beaucoup non plus, puis qui s'adressent beaucoup à un auditoire plus mature, entre guillemets, des gens qui ont voyagé, des gens qui ont le goût d'avoir quelque chose de plus dans l'équilibre, tout ça. Puis qui sont très faciles à boire aussi. Ma mère adore la Saint-Laurent, là, qui est une colche. C'est quelque chose qui est très, très facile d'approche, ça, mais qui justement, il n'est pas toujours nécessairement assez spectaculaire pour attirer les gens. Mais est-ce qu'on cherche le hype? Je pense que c'est un équilibre à avoir là, entre... c'est ça. Si les bières que j'aimais le plus au monde, c'était des double IPA, des smoothies et des pastry stout, comme les brasseries qui le font très bien, là, souvent c'est leur passion. Fait que c'est parfait pour eux. Eux autres, c'est le fit parfait avec le timing. T'sais. Mais moi, c'est pas ça que je préfère. Donc, c'est pas ça que je fais, tout simplement. Ça s'en vient. Les lagers sont de retour.
j'en vois de plus en plus. Et le hashtag Crispy 2020, je le vois circuler assez régulièrement. Toi, Sean? Moi, même chose que Jean-Philippe. C'est sûr que le hype, moi, si je pouvais tout vendre mes produits ici, je serais bien content. Moi, je pense que c'est un drôle de phénomène. Pour moi, c'est sûr que je serais super heureux que le monde se garoche à ma porte pour tout acheter mes produits que je fais sans se poser de questions. Ce que j'aime, le débat circule beaucoup ces temps-ci sur comme est-ce que c'est bon pour l'industrie brassicole, puis est-ce que c'est pas bon pour l'industrie brassicole. Puis, j'essaie de me tenir un peu loin de ces discussions-là. Puis, les longs fils de discussion Facebook sur les gens qui sont fâchés parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir de la bière de whatever, Messorem ou Bas-Canada. Je trouve que c'est comme tant mieux pour eux là, si c'est comme la folie pour ce qu'ils font. Moi, le problème que j'ai avec le hype, c'est que c'est souvent c'est irraisonné. Puis, sans dire que je ne veux pas dire que les produits que je fais sont meilleurs ou moins bons ou whatever mais je trouve que c'est beaucoup du discours, c'est beaucoup du comme je disais tantôt, les gens, moins ils sont capables d'en avoir, plus ils en veulent. Puis moi, c'est toute cette roue-là que je trouve que, je sais pas, ça me fatigue un peu, là. Mais c'est sûr que je serais super content, moi, que tout le monde vienne. Tu ne peux pas dire que tu fais de la bière parce que tu ne veux pas en vendre. Puis, je pense pas que les gens qui bénéficient de ce hype-là ont nécessairement construit leur projet en fonction d'avoir ce hype-là. À un moment donné, c'est des choses qui arrivent comme ça. Puis je pense qu'il y en a qui se sentent un peu même victimes de ça. Ouais, c'est ça. Non, je serais bien content, moi, d'avoir un hype comme ça autour de mes produits. Puis, on a des produits qui sont beaucoup, beaucoup plus faciles à vendre que d'autres. Comme Jean-Philippe disait, il y a bien des produits de notre line-up que c'est clair en partant qu'il n'y allait jamais avoir de hype autour d'une Brown Ale ou même les saisons. J'en brasserais plus de saisons, mais c'est comme... C'est des produits même qui sont difficiles à vendre souvent. Mais ouais, je pense que je me suis un peu perdu dans mon idée, là, mais je pense que en termes de vente, tu ne peux pas dire que tu ne veux pas que les gens viennent acheter tes produits puis capotent sur tes produits et tout. Mais je pense qu'il y a un côté de ça qui est un peu excessif. Puis, c'est ça. Pierre-Luc, est-ce que tu as une opinion sur ça? Bien, c'est sûr que, point de vue détaillant, le hype, on le vit pas de la même façon. C'est sûr que plus une microbrasserie connaît du gros hype autour d'elle, plus on en veut pour notre commerce, mais moins c'est possible d'en avoir. Par exemple, si j'ai une palette d'Oval demain matin, je vais avoir un méga line-up devant le magasin, mais c'est assez impensable parce qu'ils n'arrivent même pas à fournir directement à la brasserie ces temps-ci. Ça a été l'enfer pendant les vacances de la construction. Donc, il y a de plus en plus de modèles d'affaires de microbrasseries qui sont ventes à la brasserie. On pense à Messorem qui a maintenant un petit peu plus d'1 an d'existence et qui n'a jamais distribué une seule bière. Les gens vont se les arracher directement à la brasserie. Nous, en tant que détaillants, évidemment, on supporte l'industrie depuis plus d'une vingtaine d'années, mais on ne bénéficie pas de tout ça, à part peut-être par rayonnement. Et on n'est pas du tout fâchés, c'est juste c'est à un moment donné comment on va pouvoir tirer notre épingle du jeu là-dedans, parce que nous, on n'en fabrique pas des bières. Mm-hmm. Il y a toujours aussi, une fois que tu as du hype, comme un band qui a un gros succès, il y a toujours le stress of the follow-up record. Moi, si j'étais un brasseur puis j'ai du hype, j'aurais peur de le perdre. Il y a aussi ça qu'il faut en passer aussi. Mais oui, ça, j'aurais quelque chose à ajouter là-dessus. Puis il ne faut vraiment pas prendre ça pour acquis, le hype. Quand j'ai commencé à travailler au Peluso, j'avais des listes de réservation de dizaines de pages pour avoir, entre autres, de la buteuse brassin spéciale du Trou du Diable.
Je ne sais pas si c'est l'effet de la vente à Molson ou le temps qui passe, mais maintenant, c'est un produit qu'on dit shelf. C'est toujours disponible et personne ne se les arrache, même si la bière est toujours aussi excellente. Mhm, mhm. En parlant de métal, est-ce que vous avez déjà écouté de la musique métal? Si oui, quel groupe? Il faut parler de métal, c'est Vox Hops. OK. Moi, j'ai écouté Anonymous une grosse partie de mon secondaire. Je dirais. Nice. Anonymous et Barf, c'était les deux spectacles que j'allais voir régulièrement. Ouais. Nice, nice. Oui, of course, oui. Anonymous vient juste de sortir un nouveau album. Ça vaut la peine d'aller l'écouter. Et toi, Pierre-Luc? Je ne suis pas un extrêmement grand fan de métal. J'en écoutais quand même dans mes premières années de cégep. Je me souviens du groupe High Sturt. Mais ça fait plusieurs années. Je pense qu'ils ont changé de chanteur depuis, mais c'était dans le temps de Matt Barlow que je trouvais malade, Days of Purgatory, qui était un remake des 2 premiers albums, Something Wicked, This Way Come. C'est des albums que j'ai adorés. Entre autres, la collabo qu'il avait faite avec le chanteur de Blind Guardian, je pense, qui était Demons and Wizards. Ça, c'était des choses que j'aimais beaucoup. Ah, excellent. Et toi, Sean? Nickelback, c'est du métal? C'est le début. C'est le début du métal. Non, je peux pas dire que je suis un grand fan, mais je sais que le plus loin que je suis allé dans le métal, c'est Metallica avec un petit genre kicker de Megadeth quand j'étais en genre 6e année, secondaire 1 ou quelque chose comme ça. Mais honnêtement, je pense que j'ai écouté Metallica pendant un bout, mais rien après l'album noir. Mais tu sais, je garde encore, des fois, je garde encore des verres d'oreille de genre Kill 'Em All puis Ride the Lightning. Puis, tu sais, les premiers albums de Metallica, je pense que ça reste mes préférés aujourd'hui. Mais non, à part ça, je suis pas vraiment un fan de métal. Mais par contre, au bar, on a plusieurs fans de métal. Fait que j'en écoute un peu juste par contiguïté, là. Oui, il y a beaucoup de métalleux qui aiment la bière de micro, c'est clair, c'est clair. Jean-Philippe, tu avais dit que tu avais étudié dans la musique. C'était pour quel instrument? Ah, moi, je jouais de la guitare, surtout du jazz. Ah, nice. Une autre vie. Nice, nice. On va terminer avec ma choix de dégustation. Et moi, j'ai choisi un Hazy IPA. Je suis encore dans cette vague-là de ma vie. Et Pierre-Luc m'avait suggéré de choisir ta meilleure parce que c'est toujours disponible. Et je trouve que c'est très, très intéressant et excellent que la Gabière a trouvé une façon de toujours avoir ta meilleure disponible. Et la qualité est toujours pareille. Toujours fruit très juteux, un petit peu crémeux, avec une petite... l'amertume n'est pas assez présente. C'est toujours une très bonne décision de faire d'être ta meilleure. Qu'est-ce que vous en pensez de la Gabière et ta meilleure, les gars? Justement, puisque je te l'avais suggéré, tu m'avais dit que tu voulais avoir une Hazy IPA que les gens qui nous regardent présentement pourraient se procurer assez facilement sur les tablettes. C'est un des choix logiques. On a aussi, par exemple, on peut avoir la Nord-Est de Boréal qui est de plus en plus disponible en grande quantité. Mais je trouve que la Gabière, comme tu l'as souligné, c'est un bon choix de stabilité du produit et bon rapport qualité-prix aussi. Et oui, excellent. Sur cette note, on va terminer, les gars, et on va faire... j'aimerais qu'on lève nos verres. Moi, je lève mon verre directement pour vous, pour être avec moi cet après-midi. J'apprécie vraiment ça. On va lever nos verres pour le mondial et on lève le verre pour tout le monde qui est à la maison. Santé, les gars. Santé, j'espère vous croiser au mondial.